constant, la persévérance et l'ouverture aux autres, voilà les valeurs caractérisant Pierre Dupuis. Élevé dans une famille modeste qui valorisait les études, il a vite compris que pour les poursuivre, il fallait beaucoup travailler. Élève appliqué, il consacrait une bonne partie de ses loisirs à livrer les journaux et les commandes de pharmacie, avant de devenir préposé aux bénéficiaires pendant ses études collégiales et universitaires. Diplômé des HEC, ce n'est pas vers les affaires qu'il se tourne, mais vers le syndicalisme. En 1973, il est embauché au syndicat canadien de la fonction publique. Il y est d'abord conseiller en milieu universitaire où il est l'un des initiateurs de la négociation sectorielle. Il y développera une aptitude particulière à rassembler, favorisant les échanges et la concertation entre groupes distincts. Cette aptitude le servira dans ses différents mandats en santé, sécurité et en formation syndicale, tant au SCFP qu'à la FTQ. Il en sera ainsi quand il accédera à la direction québécoise du SCFP. Il se définira alors davantage comme un coordonnateur que comme un chef. Également VP de la FTQ, il participera à de grandes mobilisations et s'impliquera dans des conflits majeurs comme la grève chez Vidéotron en 2002. Bonjour Pierre Dupuis. Merci de nous accueillir chez toi. On aimerait faire avec toi une espèce de révision de ton parcours, ce qui t'a amené dans le mouvement syndical et les principales expériences que tu as vécues, les personnes que tu as rencontrées, les objectifs que tu poursuivais au cours de cette carrière de plusieurs années. Combien d'années au juste? 33 ans. Ton lieu de base, ça a été le syndicat canadien de la fonction publique. Oui. Mais tu as aussi travaillé à la FTQ. Oui. On va y revenir, mais qu'est-ce qui t'a amené là? D'abord, de quel milieu tu viens? Mon père était postier. C'est un milieu humble, là. Il a travaillé toute sa vie. Puis à 60 ans, il gagnait pas encore 5 000 $ par année. Il n'avait pas de voiture. Il apportait son lunch tous les jours. J'ai jamais vu mes parents aller au restaurant. Donc, on était 4 enfants. Et nos parents nous ont beaucoup incité à étudier, si on pouvait. Et ils nous ont aussi donné des valeurs reliées au travail. Donc, j'ai toujours travaillé pour payer mes études. Mais mes parents nous incitaient à étudier, mais il fallait collaborer aux frais des études. Dans quel quartier? Tu étais à Montréal? Ou? Oui, je suis né là, dans Villeray, c'est à la rue Saint-Gérard, près de l'édifice de la FTQ. Mais mon père a acheté une petite maison sur la rue O'Brien, à Cartierville, mais près de Bordeaux, près de Ville-Saint-Laurent aussi. Ville-Saint-Laurent. C'est ça, puis à cette époque-là, c'est pas construit totalement. Non. Sur ma rue, là, il y avait 4-5 maisons entre le boulevard Gouin puis la voie ferrée, la limite de Ville-Saint-Laurent. Oui. Donc aujourd'hui, il y en a des centaines de maisons. Là. Tu vas à l'école dans ton quartier? J'ai commencé à l'école de Cartierville, une école qui est de biais en face de l'hôpital Sacré-Cœur. Puis après ça, il y a eu des écoles dans ma paroisse. Au-delà de ton école primaire, tu vas à l'école secondaire? Mes parents m'ont invité à faire mon cours classique. Donc, j'étais au Collège Saint-Paul. Ça, le Collège Saint-Paul, c'était un nouveau collège qui existait, là, qui a pris forme à ce moment-là, qui est devenu Cégep Bois-de-Boulogne, là. La première année, ça a eu en haut d'un poste de pompier dans Bordeaux. Ah bon? Oh, ouais. C'était un nouveau collège? Oh, c'était nouveau. Il n'était pas construit encore, le Cégep Bois-de-Boulogne. Ça s'est construit là, pendant que j'étudiais. Puis là, la deuxième année, j'étais au Cégep Bois-de-Boulogne aujourd'hui, qui s'appelait le Collège Saint-Paul. Est-ce que je me trompe? Le Collège Saint-Paul, c'est un collège laïque, c'est pas des curés? Ah non, c'est un collège laïque. Ouais. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup des collèges classiques laïques. Non, il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait 2 ans là. Après ça, mes parents souhaitaient un meilleur encadrement. Là, ils m'ont mis pensionnaire au séminaire Sainte-Croix, dans le Saint-Laurent. C'est pas très loin de chez nous, mais je sortais pas souvent. Bon. Alors, tu fais tes études. Pendant tes études, est-ce que tu as une idée de vers quoi tu te diriges? Je peux pas dire que j'avais l'idée de faire du syndicalisme à ce moment-là, mais je peux dire que déjà, j'étais revendicateur. J'étais porté à assumer un certain leadership dans les groupes d'élèves, mais un leadership toujours un peu cette bataille, parce que comme tu vois, j'ai été élu à un moment donné président d'un regroupement. Là, il y avait 2 salles de récréation là-bas, une pour les plus petits, puis l'autre pour le Versif Bellette-Rétaux.
Et j'étais élu là, président, mais l'autre candidat qui se présentait, c'était le candidat des curés. Ah bon? Il a fallu que je T'étais travaille fort. identifié, toi, un peu à une opposition. Oui, oui, c'était comme le contestataire, là, ça. Mais j'étais élu. Puis, de cette époque-là, est-ce que tu conserves un souvenir de début de sensibilisation à l'action collective ou quoi? Pas encore. Ben oui, à l'école, mais pas relié au travail encore. Tu sais, j'étais pensionnaire, j'étais dans un monde clos. Oui. Mais dans ta famille, ton père étant postier, est-ce que il a vécu des conflits? Ou... Oui, mon père a vécu une première grève au poste, mais c'était une expérience très difficile pour lui, là, qui avait de la misère à assumer. Il comprenait pas ça. Et ces gens-là les faisaient travailler, qu'eux autres contestaient. Ben bon, on a eu des échanges, puis plus tard, j'ai fait mes philos, là, j'étais externe, j'ai demeuré chez nous, puis ça, j'étais à l'université. Là, à l'université, tu te diriges vers quoi? J'ai étudié au HEC. Au HEC? Oui. Est-ce que tu as l'intention de t'en aller en affaires ou quoi? Non, c'était pas mon objectif. J'étais à l'aise dans les chiffres, ce que tu veux. J'hésitais en sciences économiques puis HEC. Puis j'ai choisi HEC parce que c'était plus pratique. J'étais un gars très pratique, moi, puis j'aime ça que... Le collège classique, c'était 8 ans. Ta famille était à revenu modeste. Ouais. J'imagine que ça n'a pas été évident de réussir à poursuivre toutes ces études. Les 2 premières années que j'étais au Collège Saint-Paul, là, je livrais des commandes à la pharmacie en bicycle. Pendant l'année? Le soir, la fin de semaine, été comme hiver. Ah, mon Dieu! La bicyclette. En bicyclette, oui. je le dis aujourd'hui, j'ai de la misère à me croire, mais c'est la réalité. C'est ça, puis après ça, là, tu deviens pensionnaire, donc tu peux pas travailler. Je peux pas travailler, puis ça coûtait pas très cher, c'est à cause du cousin de ma mère, là, qui était à la Sainte-Croix. Il faisait du bon. Oui, oui, il faisait. Mais là, tu travaillais pendant les vacances. Oui, j'ai travaillé durant les vacances. J'ai travaillé en usine, puis on faisait des chaises d'aluminium, puis là, moi, je posais les rivets, là. Donc, tu as travaillé pendant toutes tes études, pendant les vacances d'été, tu travaillais? Oui, oui, puis plus je vieillissais, plus je travaillais, là. Quand j'ai arrêté d'être pensionnaire, j'ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires à l'hôpital Notre-Dame-de-Merci. Ah bon? J'ai travaillé là plusieurs étés. La première été, je travaillais la nuit. Après ça, l'été après, je travaillais le soir. Puis l'été après, je travaillais le jour. J'ai aimé ça, ce travail-là, moi. J'aimais ça, être proche du monde. Les soins que tu lui donnais, c'était des soins qu'ils appréciaient. Tu sais, ouais. Puis, même l'année où j'étais, avant d'aller à l'université, le jour, je travaillais dans un merci et le soir, je travaillais dans un autre hôpital comme préposé aux bénéficiaires à Ville-Saint-Laurent, qui s'appelait Notre-Dame de l'Espérance. Donc, c'était assez intense comme... Oui, c'était intense. Je prenais ma bicyclette entre les deux. Ah oui. Mais... je peux pas dire que c'était une période noire pour moi. C'était une période où je devais travailler. Puis, ça allait de soi. Oui, oui. Pendant tes études universitaires, est-ce que tu continuais à travailler? Ou... Oui, oui. C'est au début des années 70? Non, c'est en 68. 68? Ouais. Donc, une pleine période de contestation Oui. étudiante. Contestation. La loi 63. Oui, c'est ça. Le Bill 63. Oui, ça a été mes premières actions. J'étais au début de mes HEC, c'était mes premières actions collectives. Là, nous autres, moi puis d'autres, on voulait appuyer le mouvement de contestation de ça. On voulait aller à Québec, puis il y a eu des manifs à Québec. Il y a eu des manifs dans le cadre de la contestation du Bill 63. Là, il y a une semaine, il y a eu des manifs tous les jours. Oui. Et dans ce cadre-là, ben là, j'ai été devant la classe, j'ai invité le monde à sortir. Puis, à l'époque, on invitait le monde à sortir, on ne lui posait pas de questions. Oui, faisait. Bon. Il y a eu aussi des contestations étudiantes plus globales à la même époque. Oui. Ça, en France, il y a eu des grosses contestations. Et même au Québec. Oui, il y avait des associations étudiantes de l'Université de Montréal, entre autres, qui étaient très impliquées dans ça. Est-ce que ça t'aurait permis dans l'idée que
l'action collective t'intéresse. Oui, oui, ça c'est sûr que ça m'intéresse. Puis dès ma deuxième année du bac au HEC, l'évêque était venu livrer un discours. On était dans un amphithéâtre, puis je lui posais des questions. Puis là, il m'avait invité à monter sur le stage, à s'asseoir à côté de lui, pour poser mes questions là. Tu sais. Tu t'intéresses vraiment à la chose publique. Oui, oui, oui. Mais c'est pas encore le syndicalisme ouvrier. Non, c'est pas le syndicalisme ouvrier, mais même au HEC, là, il y avait une association étudiante qui était calquée un peu sur les employeurs, puis il y en avait un autre carrément axé sur le commerce international. Donc, nous autres, on s'est présenté à l'exécutif étudiant après ma deuxième année au HEC pour être sur l'exécutif. Puis contre des gens qui jouaient dans le monde des affaires, le monde corporatif, puis tout ça. Et nous autres, on les a battus. Vous les avez battus? Oui, oui, oui. Quand même. Je m'étais présenté comme vice-président aux études. Puis durant ma troisième année au HEC, on a fait toutes sortes d'enquêtes sur la satisfaction des étudiants par rapport aux cours qu'on suivait. Il y a eu des moments de contestation par les étudiants. Je les ai organisés, les ai appuyés. C'est sûr que j'avais ça, là, pas en moi, mais j'ai développé ça, là, c'est sûr. Bon. Est-ce qu'à cette époque-là, tu as des cours qui concernent un peu le monde du travail et des relations industrielles? Au HEC, il y a un cours de psychologie industrielle. Je ne dirais pas que ça concerne les relations de travail, ça concerne plus comment rendre le monde le plus productif possible. C'est ça. Donc... ça a une incidence sur les relations de travail, du point de vue de l'employeur. Oui, oui, c'est ça. Mais il y avait un cours en relations de travail qui était donné là, par le professeur, un ancien syndicaliste ATQ, André Thibodeau. André Thibodeau, qui avait été directeur du SCFP. Oui, qui avait été un permanent du CTC avant. Là, mais là j'étais intéressé beaucoup par les relations de travail. J'étais intéressé, puis André Thibodeau, il m'a repéré, puis là, à la fin de mon bac, il m'a proposé d'être son assistant de recherche durant ma maîtrise. Quelle sorte de personnage c'était? André, moi, j'ai eu une relation avec lui de confiance, tu sais. Ouais. Premièrement, parce qu'il me faisait confiance. Ouais. Quand quelqu'un te fait confiance, tu peux faire confiance. La relation est basée sur une confiance mutuelle. Et André, c'est un gars qui est facile à voir, il est facile à parler. C'est pas un idéologue, là. C'est un gars concret. Puis il y avait ses entrées à la FTQ, puis il m'amenait avec lui dans les instances. Dans les instances de la FTQ. Puis c'est un conteur. Il racontait beaucoup de choses. C'est ça, il aimait beaucoup les anecdotes. Oui, oui, c'est un conteur. Donc, il illustrait beaucoup ces sujets, j'imagine. Et puis, chaque situation qu'on vivait, il était capable de compter ce qui s'était fait dans le passé par rapport à ça. Donc, moi, je trouvais ça très instructif. C'est sûr que ça m'a amené à l'époque à lire tous les livres d'histoire des syndicalistes au Québec. J'ai lu un livre, entre autres, là, sur un précurseur de la CSN, un dénommé Carpentier. Oui. J'ai lu d'autres livres, là, sur, plus américains, là, mais j'ai tous lu les livres d'histoire du syndicalisme. Donc, tu commençais à avoir la piqûre, en d'autres mots. Oui, oui, oui. Et Thibodeau, lui, tu dis qu'il te demande d'être son chargé de recherche. Oui. On travaille à moitié temps avec lui durant l'année scolaire, puis on fait l'autre moitié, on est aux études, puis durant toute la saison d'été, on est à temps plein avec lui. Ça t'aide un peu à financer tes études aussi? Ah ben non, là, je suis parti de chez nous, ça paye mon appartement, ça paye tout, là, disons. Ça fait que ça a été majeur pour toi. J'étais très intéressé à travailler dans les syndicats avec André Thibodeau. Je profitais de toutes les occasions possibles pour m'instruire sur ça. J'ai été... des congrès. J'ai été observateur au congrès de la FTQ, mais au congrès de la CSN aussi, au complet. J'ai fait un stage dans le syndicat français. Un stage dans le syndicat français en France? Oui. Ah bon, comment ça? Bon, avec le fait franco-québécois pour la jeunesse, là, on allait dans... CFDT, CGT. CGT, puis Force ouvrière. Ouais.
Et c'est un court stage, j'imagine? Oui, 3 semaines, ouais. oui. Mais intense, c'est dans ça du matin au soir. Ça. Mais là, tu as quand même vu les grandes différences aussi au niveau du cadre légal du syndicalisme en France puis en Amérique du Nord. C'est très différent. Oui. Puis à l'époque aussi, j'ai suivi un cours d'un professeur de Concordia là, sur le syndicalisme d'un pays de l'Est, en Europe aussi. Là, donc, j'ai lu sur ça, là, je comprenais. Là. Alors, tu continues tes études, tu fais du travail avec Thibaudeau, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Thibaudeau, à l'époque où j'étais là, moi, il était président de 2 comités de reclassement. Un à la Godefroy à Shawinigan, puis un autre qui produisait des machines de papier à Sorel. Donc, moi, j'étais secrétaire. Il y avait des patrons dans ça. Il y avait le ministère du Travail, puis les syndicalistes. Puis, il y a des affaires qui m'ont frappé. Là, à l'époque, ça me frappait beaucoup parce que, comme à la Godefroy à Shawinigan, ils versaient un fonds de pension aux gens qui partaient, mais le syndicat voulait savoir comment il était calculé. Ouais. Puis le patron disait, ça c'est notre affaire, on n'a jamais pu savoir. Les fonds de pension, là, c'était l'employeur, c'était son affaire à lui. Uniquement. Les syndicats n'avaient rien à voir là-dedans. Non, exactement. Y a-t-il d'autres choses qui t'ont frappé dans les relations patronales syndicales à cette époque-là, des comités de reclassement? Ben, ce qui me frappait de façon générale, c'est que les patrons en disaient le moins possible, puis les syndicats essayaient, les autres. C'est sûr que l'information, ça vaut une mine d'or dans ce temps-là, là, quand c'est dans ces cas-là, ou même sur l'état financier de l'entreprise, c'est secret. Ça. Les droits de gérance, là, c'était quelque chose de très, très total et hermétique. On ne touchait pas à ça. Oui, c'était... en fin de compte, la seule chose sur laquelle ils s'entendaient, c'était de mettre des programmes pour que les gens se retrouvent des jobs ailleurs. Ouais. Ça, ils collaboraient un peu. Là, moi, j'ai travaillé sur ça aussi avec les gens. Là. Mm-hmm. À la fin de mes 2 ans au HEC comme assistant de recherche, au printemps, j'avais postulé pour un job au SCFP qu'ils m'ont donné. Déjà carrément pour un travail au SCFP, un travail de conseiller. Oui, oui. La première assignation, c'était dans le secteur universitaire. Ça donnait le service au plus gros syndicat de l'Université de Montréal, ça s'appelait le 1244. Ça donnait service. C'est les employés de soutien de l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal, il y a plusieurs syndicats, là, les employés de soutien. Il y avait le 1244 qui représente les centres de bureaux, le personnel technique. Et il y avait la CSN avait un groupe aux bibliothèques, puis au centre de calcul. Le CFP avait un autre groupe aussi. Les 1186. Les gars d'entretien, oui. Le milieu universitaire, c'est un milieu que tu connais davantage. Oui, oui. Et tu te sens à l'aise assez vite. Là. J'étais à l'aise, mais quand j'étais au HEC, Parizeau m'avait donné un conseil. Il dit, va pas dans des milieux que tu connais au début. C'est pas toi qui as choisi. Tu prends un job qu'on t'offre, là. Hein? Oui. C'est Parizeau, tu dis? Oui. Parce qu'il t'a enseigné aussi? Oui, il m'a enseigné Parizeau, oui. Au HEC? Oui. C'est-tu un professeur qui était apprécié ou... Oh, c'est un professeur qui connaissait. C'est un professeur sans papier. Là, il arrivait avec une petite feuille grande comme ça pour donner son cours, puis il pouvait parler pendant 3 heures de temps. Là. Puis il était captivant. Oui, il était prenant. Mais il m'a plus parlé à moi quand j'étais assistant de recherche de Thibaudeau, parce qu'il aimait bien Thibaudeau. Ils se parlaient, eux autres. Oui. Puis, et à l'occasion, moi, j'allais pas dans son bureau, mais il arrêtait à mon bureau, puis là, il s'assoyait, puis il me parlait. Parce que lui était intéressé depuis toujours aux relations de travail aussi, dans le secteur public, dans les hôpitaux, le Front commun, ainsi de suite. Il avait vécu comme haut fonctionnaire, toute la réforme. Donc, il était intéressé à ça, là. Oui, c'est ça. Puis il savait que je me documentais, que je suivais ça de près. Est-ce que tu restes dans le milieu universitaire un bout de temps? C'était là en 1973, moi, puis ces syndicats-là sont arrivés en 1969. Ouais. Donc, ils étaient rendus à leur 2e convention. Ils venaient de signer une convention quand je suis arrivé. Donc, moi, j'ai vu l'application des conventions, à la fois à l'Université de Montréal et à l'UQAM, avec les exécutifs des comités en place dans ces milieux-là. Donc, j'ai connu tous les problèmes qu'ils ont eu à surmonter, les difficultés, les problèmes qu'on avait, les trous qu'il y avait dans la convention, puis ainsi de suite. Là, il fallait graduellement, après 2-3 ans, il fallait se préparer à une négociation. Puis moi, j'ai
Tu sais, c'est sûr qu'avec Thibodeau, avec mes études que j'avais faites, pour moi, négocier, il fallait établir un rapport de force. Ça, tu avais compris ça vite. Oui, il fallait établir un rapport de force. Puis comment tu établis un rapport de force dans le secteur universitaire à ce moment-là? Bon, moi, je trouvais qu'on avait on était tous de notre côté. Et dans le secteur public, à l'époque, le Front commun, c'est un vrai rapport de force. Là. Oui. Il y avait eu la grève en 1973. Oui, 72. Les employés du système des universités n'étaient pas couverts par la loi qui a fait ça, ils ne négociaient pas dans le Front commun. Non, ils ne négociaient pas dans le Front commun, mais il y avait les mêmes conditions salariales que le Front commun. Ah bon? C'était les mêmes politiques de rémunération. Donc, moi, avec les dirigeants syndicaux d'époque, j'ai dit, il me semble qu'on devrait se mettre ensemble pour négocier. On serait bien plus fort, ce que tu veux. Puis là, on parlait à l'un, parlait à l'autre. Puis on a réussi à faire un regroupement du secteur universitaire à travers le Québec. Le CFP était implanté ailleurs? Ailleurs. À l'époque, on était implanté à l'Université de Montréal, on avait 2 syndicats. Même le syndicat de la CSN, l'Université de Montréal, il embarquait avec nous autres. Il y avait, à Polytechnique, on avait 2 syndicats. À l'Université du Québec, à Chicoutimi, à Rimouski, à l'Institut Armand Frappier. L'Université du Québec à Montréal? Oui, l'Université du Québec à Montréal, puis Téléus aussi, Télé-Université, là, qui était une constituante de l'UQ. Donc, on s'est mis ensemble, on a fait un projet. On a travaillé comment on serait le plus fort, bien sûr, puis on a décidé à ce moment-là d'avoir une table sectorielle où on regrouperait tous les éléments qui y avait un peu de monétaire ou qui pouvaient être sectoriels. Tu sais, les vacances, les congés fériés, les congés sociaux aussi. Les directions d'université sont très jaloux de leur liberté. Oui. Mais là, on a vu, en tout cas, vraiment, on a fait ensemble une analyse de rapport de force. Puis, c'est juste le comité de négociation sectorielle, on était 40 sur ça. Là. Ça, c'était des représentants de chaque université. Chaque université. Chaque unité syndicale. Oui, chaque unité. Puis, toutes les centrales syndicales étaient représentées. La CSN y était. La CSQ, qui avait à l'époque les employés du CIE à l'Université de Sherbrooke y étaient. Le CFP, on avait un peu partout. Le seul groupe du SCFP qui n'a pas voulu embarquer dans ça, c'est l'Université Laval. Eux autres, ils voulaient rester autonomes. Oui, ils voulaient rester autonomes. Puis là, on avait cette table sectorielle-là. Puis on a fait après ça, sur le campus de l'Université de Montréal, une table campus, tout le monde, pour tout le reste de la convention collective, des employés du CIE de l'Université de Montréal, les bibliothèques, les gars de métier, puis les syndicats de Polytechnique. Ça, on a négocié le dossier à la convention-là. Puis au niveau du réseau, on a négocié aussi réseau. Ça, c'était pour les constituantes de l'UQ. Oui, mais vous négociez certaines clauses, pas toutes, au niveau réseau. Là. On négociait pas les 12 clauses sectorielles, mais on négociait tout le reste ensemble. OK. Il pouvait y avoir des aménagements à un moment donné, là, local, mais c'est pas. Une fois qu'on était rendu là, c'était pas compliqué. C'était compliqué cette négociation-là parce que la première convention à l'UQ a été très bonne. À l'UQAM, entre autres, a été très bonne. Puis là, le boss avait dans la tête l'idée de se reprendre, d'enlever les affaires. Donc, on a dû faire les syndicats de l'UQ, le SEUCAM, entre autres, à l'Université du Québec à Montréal, à Rimouski, à Chicoutimi, à l'Institut Armand Frappier. Ils ont dû faire la grève sur le normatif. C'est-à-dire que la grève sur des mots, c'est pas la grève, c'est pour avoir plus d'argent ou ainsi de suite. Non. Sur les clauses. Les clauses normatives. Puis ils l'ont fait, ça a duré quelques mois. Puis on a réussi à régler à notre satisfaction. Étais-tu le négociateur en chef, toi, pour les universités? A priori, je négociais une semaine sectorielle, une semaine réseau, une semaine campus. Donc, j'en avais plein de toupettes. Et c'était ta première négociation intense, là? Oui. Ben, j'avais eu des... Entre-temps, j'avais eu une petite négociation. Là. On avait syndiqué durant ces années-là l'Institut Armand Frappier, qui était déjà syndiqué, qui appartenait à l'international. Des produits chimiques. Des produits chimiques. Mais là, quand on les avait syndiqués, il a fallu négocier la convention collective. C'est moi qui l'avais faite, mais ça, c'était pas... c'était dans un contexte là où... C'est un rafraîchissement de convention collective dans le cas, parce qu'il y en avait... Parce que là, on avait des objectifs. On a vraiment instauré un rapport de force. Là. Un syndicat peut avoir un rapport de force. Là.
il faut qu'il soit le plus démocratique possible. La démocratie, là, c'est pas un poids dans un monde. C'est pas un empêchement de tourner en rond. Non, c'est une force. Parce que si t'es démocratique, t'informes tes membres, t'es fait participer aux décisions, puis t'es consultes sur tout. Puis à ce moment-là, ils sont plus facilement mobilisables. Ils se mobilisent seuls. Bon, mais c'est sûr que c'est plus exigeant, parce que comme à l'Université de Montréal, on faisait des grandes assemblées, mais on faisait des assemblées aussi de pavillons, de départements. Ça veut dire qu'il fallait s'en séduire au moins une dizaine. Ça, on faisait ça le midi, c'est pas si pire. Là, toi qui as passé plusieurs années dans le mouvement syndical, tu dois te rendre compte que cette approche-là n'est pas partagée par tout le monde. Non, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.